Pour poursuivre, donc, je vais appeler Monsieur Robert Carvé s'il est arrivé, oui. Alors, Monsieur Carvé est historien du droit, directeur de recherche émérite au CNRS, Centre de théorie et analyse du droit UMR 7074 à l'Université de Nanterre et président de l'Association francophone d'histoire de la construction. Il va nous parler donc d'une recherche en cours et de premiers résultats relatifs à l'expertise bâtiment à Paris entre 1690 et 1790. Merci, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer mon propos, je dois vous dire d'abord, je dois remercier donc le collège de m'avoir invité, et particulièrement Françoise Rieu, à vous parler d'histoire, dans un colloque qui est plutôt technique, professionnel tout au moins. Et d'une part, d'autre part, c'est que je vais vous parler de quelque chose qui est en cours de construction, sans jeu de mots, en cours d'élaboration, dans la mesure où c'est une recherche, d'une part, qui est collective. Je vous dirai à quel titre et combien. On est une petite dizaine de chercheurs à travailler sur ce projet. Et d'autre part que nous avons obtenu les financements qu'il y a 1 an et demi, et donc nous allons poursuivre jusqu'en 2022, voire plus loin, puisque ce projet a énormément de potentiel. Pour que les choses soient relativement claires, parce qu'effectivement, remonter dans le temps et vous intéresser à l'histoire, mon propos, je vais vous l'expliquer en 4 tableaux. Le premier tableau, ça va être l'historique du projet, c'est comment finalement j'ai réussi à monter ce projet, quelles sont les questions qui m'ont interpellé pour monter ce projet et poser les questions de ce projet. Le deuxième tableau, ça sera l'explication très sommaire, bien entendu, du projet. Et puis un troisième tableau pour vous expliquer un des éléments du projet, c'est d'essayer de vous donner quelques éléments, mais vraiment quelques éléments, une sorte d'autopsie de votre corps professionnel, du corps des experts. Et puis je terminerai par les quelques premiers résultats concernant le contenu même du projet, c'est-à-dire les enjeux même de l'expertise et le contenu des expertises. Je suppose que c'est comme ça. Donc tout d'abord, historique du projet. Il y a maintenant près de 30, 40 ans, j'ai choisi un sujet de thèse en tant que juriste, puisque je suis juriste avant d'être historien, en consultant mes pairs, en consultant les travaux écrits, je cherchais un sujet sur la construction, c'est parce que ça m'a toujours intéressé, l'architecture, la construction. Il se trouve qu'une institution, c'était à l'époque à Nanterre, faculté contestataire, mais en même temps très à l'écoute de ce qui se passait dans tous les champs historiques, c'était la mode de l'histoire institutionnelle. Je décidai, je vous repasse le détail, de travailler sur une institution judiciaire française, parisienne plus exactement, qui s'est appelée la juridiction de la maçonnerie et dont le nom a changé au XVIIIe siècle et qui a pris pour nom la Chambre royale des bâtiments. Juridiction directement portée dans sa compétence sur les litiges de construction, comme vous le comprenez. Alors évidemment, là, nous n'avons pas de films, de photographies, de dessins de ces audiences, mais nous avons cette caricature, uniquement une caricature, à l'époque, alors classée dans les mazarinades, mais c'est plutôt finalement une mansardinade, puisque c'est une critique aussi de mansards. En arrière-plan, on voit les toits mansardés et complètement effondrés. Donc qui vous situe la situation de l'époque, néanmoins, pour ce qui est de, non pas le nom de l'architecte, mais pour ce qui est des malfaçons, des désordres de la construction et de la saisine, finalement, du juge qui était compétent à cet effet. Ce n'est qu'une caricature. Ça, c'est le premier travail. Il faut vous dire quand même que cette juridiction, quand on regarde une vue de l'époque du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle de Paris, la juridiction
alors, elle existe depuis le Moyen-Âge, on est le premier texte qui en parle dans le livre des métiers d'Étienne Boileau, donc deuxième moitié du XIIIe siècle, et elle subsiste jusqu'à la Révolution. Donc 5 siècles pour une institution, c'est quand même très important et assez intéressant de se dire, mais comment se fait-il qu'une institution de cet ordre ait pu subsister à tous les tracas de l'histoire? Alors, dans les premiers textes qu'on a comme source, sans rentrer dans les détails, mais pour vous situer l'institution, on sait d'une part qu'elle existait par les textes de fondation. On n'a pas les sources de l'époque, puisque souvent la justice était orale, pour ces petites juridictions-là. On sait elle se situait, l'audience se tenait sous la porte du Trésor, qui est une des 2 tours. Est-ce qu'il y a un viseur? Oui, mais... Ah oui. Ici. Elle se trouvait ici au départ, donc au Moyen-Âge, on a des textes qui le disent, en particulier un arrêt du Parlement. Et puis, le Parlement, c'est donc comme la Cour de cassation aujourd'hui. Et puis, au cours du temps, elle a pris de l'ampleur. Elle est devenue une chambre ordinaire de justice, même si elle était spécialisée. Et elle s'est introduite à l'intérieur du palais de justice. Vous reconnaissez donc le palais de justice à Paris. Elle s'est introduite ici, d'abord au rez-de-chaussée, ensuite au 1er et 2e étage, à l'intersection de la galerie Mercière et des prisonniers. Et donc, elle était dans le corps même et dans le cœur du palais de justice de Paris. Cette juridiction, nous ne possédons les archives directement de cette institution que de 1670 jusqu'à la Révolution. 1670 jusqu'à la Révolution, alors qu'elle a existé sur une période de 5 siècles. Pourquoi ont-elles disparu dans les premiers temps? Je vous ai dit d'une part que la justice était orale à cette époque-là au départ, mais qu'elle a disparu aussi parce qu'il y avait quelques malversations. Je pourrais vous répondre à des questions si nécessaire. Mais nous possédons, et c'est par cela que j'ai commencé, par l'étude de 255 cartons et registres d'audience de cette justice sur un siècle et demi, dirions-nous, 1670 jusqu'à la Révolution, avec énormément d'autres sources croisées qui me permettaient d'aller plus loin. Cette juridiction avait la particularité d'être dirigée chez les magistrats par des pairs, c'est-à-dire par des maçons, principalement, pendant assez longtemps, un maçon, puis, c'était le maître maçon du roi quand même, puis 3 maçons, 3 charges qui se succédaient chaque année, chacun avait un rôle une année, et puis l'autre le remplaçait pour lui laisser le temps d'aller construire lui-même dans le privé. Au-delà de ça, ces offices de maître général, comme maître général, c'était le titre du magistrat, a été tenu au départ par des maçons, ça c'est certain, c'était le système corporatif que l'on connaît sous l'Ancien Régime, mais petit à petit, les architectes, et non plus des maçons, vont acheter la charge. Alors ce sont eux-mêmes des fils de maçons, mais ils vont acheter la charge et devenir les juges de la profession. Un peu plus tard, près de la Révolution, ce sera de simples juristes, des officiers de justice, qui achèteront cette charge et qui deviendront les juges de la Chambre des bâtiments. Au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que cette juridiction avait 3 missions. On n'est pas à l'époque de la division, de la séparation des pouvoirs, que l'on va connaître après la Révolution. Un tribunal pouvait aussi bien exercer une justice civile, mais aussi une justice administrative, et puis aussi une justice, je dirais, législative, en quelque sorte, en réglementant les problèmes qui lui étaient soumis. Donc on a véritablement 3 types de décisions, des décisions qui sont des décisions de justice classiques, comme on les trouverait aujourd'hui, des décisions administratives, je l'appelle administratives pour vous faire dire quelque chose, c'était des décisions de police, qui avaient des audiences de police, c'est-à-dire une surveillance des chantiers parisiens, avec des visites régulières, donc avec des décisions, je dirais, administratives, pour vous faire comprendre. Et puis, il y avait une 3e mission très importante de réglementation. Réglementation générale, parfois à partir de cas particuliers. Le juge, vous connaissez bien l'article 5 du Code civil, qui interdit aux juges de prendre des arrêts de règlement. Eh bien, les justices de l'époque pouvaient prendre des arrêts de règlement. Voilà donc les éléments qu'il faut savoir au départ. J'ai travaillé sur cette juridiction. Alors, la question que je me suis posée, c'est que j'avais à peu près 255 cartons d'archives et de registres, très intéressants, passionnants, j'ai écrit sur la tête. Et puis, dans la même cote d'archives, Z1J, c'était la cote judiciaire, précisément Z1J, c'est cette juridiction, il y avait une suite des 250 cartons, de 256 à 1314, donc très grosse partie d'archives, qui courait de 1617 jusqu'à la Révolution, et qui contenait... Au début, je ne comprenais pas ce que c'était.
des procès-verbaux d'expertise. Donc une énorme masse de documentation conservée, complète, au début avec quelques lacunes, au début du XVIIe siècle, mais complète sur une très grande partie, et on a toutes les expertises conservées avec des pièces annexes qui sont aussi très intéressantes. Ça, c'est une première chose. Évidemment, je ne pouvais pas, ayant étudié 255, me lancer dans 1000 et quelques cartons pour travailler pour la suite, bien que ce sujet m'ait titillé l'esprit et que je le mettais de côté. Autre question et autre travail, je me suis mis à travailler sur autre chose, hein, ça n'avait aucun rapport au départ, un livre qui est un livre fétiche de votre profession, en quelque sorte, même s'il est historique, c'est le livre d'Antoine Desgodets et de Martin Goupy, qui s'appelle « Les lois des bâtiments ». Alors, c'est un expert qui l'écrit sur le cours d'un architecte. En fait, c'est un livre très énigmatique que tout le monde connaît, mais personne ne connaît très bien, parce que c'est un livre de droit, donc c'est un livre très rébarbatif. Beaucoup d'historiens de l'architecture le connaissent, mais ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et donc je me suis mis à comprendre qui était ce personnage d'Antoine Desgodets, qui était un architecte. Alors il est connu aussi pour la commande que lui a fait Colbert à la fin du XVIIe siècle, d'écrire, de rédiger à la suite d'un voyage à Rome, cet ouvrage qui est un magnifique ouvrage de planches, de dessins des monuments romains mesurés très exactement, c'est dans le titre. Donc, je passe sur l'intérêt, les édifices antiques mesurés très exactement. Je passe qui a été réédité plusieurs fois, qui a été traduit, etc., dans tous les pays européens. Donc, un ouvrage majeur de l'histoire de l'architecture. Et il se trouve que ce personnage, Antoine Desgodets, a été le 3e ou 4e professeur à l'Académie d'architecture pour enseigner l'architecture aux élèves. J'ai regardé, donc on ne connaît pas ses cours sont inédits, et je me suis dit ça serait intéressant alors il y a quelques bribes de cours à droite à gauche, en particulier des cours dans des fonds d'archives à l'étranger, mais aussi en France, à Paris, on en a à Amsterdam, on en a à New York, on en a à Londres, on en a en Suède, c'est tous éparpillé, mais ce sont des copies de ces cours. J'ai fait donc constituer une équipe de recherche et on a travaillé sur ces cours, sur les copies de ces cours pour essayer de les restituer. C'est le site que vous voyez ici. C'est le résultat d'une recherche collective, bien sûr. On s'est aperçu qu'il avait non seulement écrit sur les ordres, à l'époque c'était tout à fait naturel pour un architecte, il avait écrit sur la commodité, c'est plus rare, même si c'est traité de l'espace et de l'aménagement de l'espace, c'est quand même très important, directement lié avec l'architecture, mais aussi il avait écrit un cours sur le toisé, la mesure, que je généraliserai en disant l'économie, mais c'est la mesure, et puis le droit, particulièrement les servitudes. Il a écrit un traité de servitude. Je me suis dit, bon, mais pourquoi, je recherchais dans les archives, on n'a pas beaucoup d'archives directement liées, mais les archives de la Maison du Roi, pourquoi a-t-il lui a-t-on demandé de rédiger cela? Il n'y a aucun ordre dans les archives qui permette de savoir exactement pourquoi il a décidé d'écrire ses cours dans des domaines aussi étranges, même s'il y a des liens, bien entendu, avec l'architecture. C'est le premier qui va véritablement enseigner le droit. C'est le premier qui va enseigner, entre guillemets, l'économie et la mesure. Ces savoirs-là, il faut le savoir, je vous le dis tout de suite, sont les savoirs pratiques que détenaient les maçons, les entrepreneurs, depuis le Moyen-Âge. Et que lorsque ces entrepreneurs maçons étaient chargés d'expertiser, étaient experts, eh bien, ils avaient la pratique de la mesure, de l'exercice d'application de la coutume pour savoir si on pouvait construire une cheminée à tel endroit ou pas, ou si, quelles étaient les conditions, en particulier liées aux servitudes et aux réparations. Ce sont deux thèmes principaux qui sont traités dans le droit et la coutume de l'époque. Ils étaient au fait, dans la pratique, des règles concernant ces domaines-là. Donc, l'architecte va s'adresser à des futurs architectes, va enseigner à des futurs architectes ces nouvelles disciplines. Ça va être quoi, effectivement, me questionner et questionner un certain nombre de chercheurs autour de moi. Nous avons donc d'abord établi les cours, et nous avons publié les cours en ligne. C'était une deuxième. Et je me suis dit, mais quel est le lien, finalement, entre cet enseignement à l'académie, enseignement réel, hein, dont on a des traces, on sait qu'il a donné un cours de droit de telle date à telle date, telle heure à telle heure, on a des éléments de ce type, mais on ne sait pas qui lui a donné l'idée d'eux. Et puis, c'est l'expertise qui a fait le lien. C'est l'expertise qui a fait le lien entre ma première recherche, où je me suis aperçu qu'il y avait un fonds d'archives immense sur l'expertise, et puis
ce personnage énigmatique qui publie. Alors, lui-même ne publie pas, il donne des cours. Le livre dont je vous ai parlé, que tout le monde devrait connaître, c'est Les lois des bâtiments. C'est un ouvrage posthume qui a été publié en 1748 par un de ses suiveurs, experts, qui s'appelle Martin Goupy. Il a repris le cours, dit à l'Académie, puisqu'il leur fait une préface, et il rajoute des commentaires. Bon. L'expertise. Je me suis dit, mais comment, mais en cherchant un peu de comment ça se passait à l'époque, pas forcément à partir des archives, d'abord du statut de l'expert. Le statut a beaucoup varié. Voilà les différentes étapes que je note. Premier texte, c'est le texte fondateur, c'est le statut des métiers qui crée la juridiction de la maçonnerie. Vous allez voir les liens qui vont se tisser, et qui mentionne que les jurés à l'époque sont des maçons, eh bien, qui sont élus par la communauté. Donc, l'élite, ceux qui sont les plus reconnus, auront le titre de juré expert et prêteront serment pour, dans les cas, on ne donne pas beaucoup d'éléments, c'est un manuscrit, c'est ce seul texte qu'on a, qui date donc, là, du XIVe siècle, mais on a, le texte original a été perdu dans l'incendie de la Cour des comptes au Parlement. Mais on sait que ce texte a été collationné, il est tout à fait exact. Le statut, pour aller plus vite, ce statut se transforme au XVIe siècle, en 1574. Cet édit du roi demande à ce que les experts soient toujours des maçons, mais cette fois-ci, le roi va créer des offices, donc des charges, comme des charges de notaire, en titre d'office. Donc on achète sa charge, en plus de sa compétence, bien sûr. On prête serment, etc., on passe un examen, mais c'est une charge. Donc on transforme le statut juridique de l'expert. Puis, que se passe-t-il? Je découvre, bon, vous ne lisez pas tout, simplement, je découvre à la Bibliothèque nationale un manuscrit, une collation de manuscrits de différentes décisions judiciaires, vous remarquez, de différents types, donc des arrêts, des sentences, mais aussi des homologations, des compromis, donc des choses un peu qui montrent qu'il y a un débat sur la condition d'expert à cette époque-là, entre différents types de communautés, parce qu'effectivement, à l'époque, on se cloisonnait, je dirais à juste titre le terme, dans des communautés, hein, donc il y avait la communauté des experts, qui étaient à l'intérieur de la communauté des maçons, etc., etc. Et puis il y avait les différentes communautés, je généralise en parlant que de maçonnerie, mais il y avait aussi les charpentiers, les plâtriers, etc., etc. Je découvre ce manuscrit, qui est une collation de textes, que je lis, et je m'aperçois que au début du XVIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, il y a des conflits incessants entre les experts, les non-experts, les maîtres d'ouvrage, le roi, le Parlement. Il y a des conflits parce que finalement, les maîtres d'ouvrage ont découvert qu'ils ne voulaient pas être traités de la même façon à chaque fois qu'ils ont un litige avec leur maître d'œuvre, ce qui est un entrepreneur, n'avoir face à eux que des experts entrepreneurs. Et ils prétendent qu'il serait louable qu'on leur attribue la possibilité à tout un chacun, des maîtres d'ouvrage amateurs, des bourgeois, disent-ils à l'époque, mais pas au sens du XIXe siècle, le bourgeois c'est le citoyen de la ville qui paye ses impôts, eh bien de laisser la possibilité à n'importe qui d'avoir cette compétence d'être saisi comme expert. On comprend le pourquoi du maître d'ouvrage qui demande cela. Et il va y avoir une sorte de combat constant entre le roi qui va défendre ses maçons, ses entrepreneurs, c'est étonnant, et le Parlement, qui est donc la juridiction la plus importante à l'époque, qui va défendre le principe de la liberté de tout un chacun d'obtenir qui il veut comme expert. Je vous passe les détails de cette lutte, mais qui est très intéressante, bien sûr. Et on s'aperçoit que, bon, en 1600, je vous passe les détails, hein, parce que ça ne tombe pas comme ça, c'est pas aussi limpide. Hein. Dans le code de procédure, le fameux premier code de procédure civile de 1667, l'ordonnance du roi, c'est un texte assez important, dont beaucoup de choses vont être prises d'ailleurs dans le code de procédure civile au moment de la Révolution. Et dans un article particulier du titre 21, eh bien, les juges, on peut lire dans l'article 11, les juges et les parties pourront nommer experts des bourgeois, et en cas qu'un artisan soit intéressé en son nom contre un bourgeois, ne pourra être pris pour tiers expert qu'un bourgeois. Il faudrait expliquer, détailler, commenter ce texte, mais juste l'idée que le roi lâche du lest. Et pour aller plus loin, parce qu'évidemment les conflits continuent, on a
un édit, ce n'est pas l'édit que vous voyez là, on a un édit de 1690, de mai 1690, que le roi va accorder en décrétant qu'il y aura désormais 2 colonnes d'experts, la première qui sera composée d'architectes experts bourgeois, c'est le titre qu'il le donne, et la deuxième colonne, le 2 est un sens, ça a un sens, c'est-à-dire qu'il met en avant forcément les architectes, et les autres étant ceux qui étaient experts depuis toujours, les entrepreneurs experts. Vous voyez ici 2 représentations du tableau, en quelque sorte, de ces experts, au sens général, une communauté divisée en donc 2, pardon, je me suis trompé, voilà, en 2 colonnes. La première, architecte, expert bourgeois, la deuxième, juré, expert, entrepreneur, ici. Il y a c'est des versions différentes, pour des années différentes, mais ça se présentait sous forme de tableau, comme on le connaît aujourd'hui, c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui. Donc, cet élément-là, c'est 1690, c'est-à-dire qu'à partir de 1690, nous sommes face à une communauté d'office, d'experts, que l'on peut acheter dans l'une ou dans l'autre des colonnes. Évidemment, les choses sont là complètement différentes. Et là, je comprends que l'étude des procès-verbaux et de la communauté des experts a un véritable intérêt parce qu'il y a eu ce changement. Et d'autant plus parce qu'il y a eu ce changement qu'à partir de cette date, 1690, ça explique la date du début de notre projet, de travailler qu'à partir de 1690, nous allons avoir une communauté mixte, double, d'experts architectes et d'experts entrepreneurs. Y a-t-il, alors on sait dans les histoires de l'architecture que, évidemment, les architectes se sont toujours battus contre des concurrents qui étaient les entrepreneurs, mais là, ça va être un lieu particulièrement intéressant d'observation pour savoir comment ils vont se comporter. Est-ce que systématiquement, on va avoir un architecte et un expert architecte, un expert dans les procès et un expert entrepreneur? Eh bien, on va être déçus parce qu'en fait, ils vont former qu'une seule communauté. C'est le premier résultat que l'on a pour l'instant, parce qu'on a pu penser au départ qu'ils allaient vraiment se batailler et se battre pour obtenir l'expertise. Eh bien non, c'est plus compliqué que ça. C'est tout à fait normal. Donc maintenant, le projet. Le projet, il porte ce titre-là. Il faudrait vous d'ailleurs le regarder en ligne. Le projet, c'est un projet de recherche en une trentaine, une quarantaine de pages où j'explique pourquoi je parle de pratique des savoirs, parce que finalement, quelles compétences a l'expert, et puis entre jugement et innovation, parce que le jugement, c'est finalement ce vers quoi il va aider à ce qu'il soit pris, donc jugement, mais c'est pour les experts judiciaires, j'entends bien qu'il existe la même chose, la même distinction qu'il existe aujourd'hui. Innovation, une hypothèse vous avez été lancée. Est-ce que, dans le cadre de ces expertises, on va voir des experts tenter d'innover, alors ce n'est pas des grandes révolutions, dans les techniques du bâtiment, en proposant des solutions lors de malfaçons qui seraient innovantes pour l'époque. Je dis bien des innovations de bricolage, mais des innovations tout de même, on parle d'innovation même s'il s'agit de bricolage, qui ne serait pas le travail courant. Donc ce sont des hypothèses, et c'est ce titre que nous avons donné. On a choisi, on ne peut pas dépouiller tout, bon, là c'est pour vous dire le nombre de cartons que nous allons dépouiller, 123 cartons d'expertise, c'est-à-dire qu'on est obligé, vu le temps qui nous est imparti et le financement qui nous est imparti, de traiter qu'un dixième, en quelque sorte, c'est une année tous les 10 ans, en commençant avec toutes les années qui se terminent par 6. Bon, ça c'est la cuisine interne. C'est bien malheureux parce qu'on aurait voulu travailler sur la totalité, mais c'est malheureusement impossible. Il y aurait près d'1 million d'expertises sur la totalité, ce n'était pas possible, donc on a choisi, je pense qu'on aurait une centaine de mille d'expertises, c'est déjà pas mal. Le travail du projet se déroule en plusieurs temps, pour vous donner un exemple. Donc on a les cartons d'archives, on en fait un récollement, les expertises sont mises à l'intérieur en vrac, elles sont classées par date bien sûr, on les reclasse à l'intérieur du carton, on leur donne un numéro, on les pagine, on en fait un tableau de récollement pour vérifier combien il y aura de prises de vue, parce que dans un deuxième temps, évidemment, on va les numériser, donc, pour qu'elles soient toutes en ligne après. Donc on a le texte ici, vous voyez le texte du procès-verbal, avec les difficultés de la lecture, évidemment, pour ceux qui ne sont pas historiens ou archivistes, et les documents annexes. Alors, les documents annexes, c'est parfois des textes. Alors, je vous ai mis plus facilement, finalement, des plans, parce que les plans, ça saute plus aux yeux, mais effectivement, il y a la lettre de mission, pas systématiquement, mais on a la lettre de mission, on a des croquis, on a parfois des expertises au brouillon, donc qui nous fait dire qui nous permet de nous expliquer ou d'expliquer comment finalement elles sont écrites. Est-ce qu'elles sont écrites sur le lieu de l'expertise? Normalement, c'est ce qui est obligé d'être fait.
ou est-ce qu'elles sont écrites après? Certaines, évidemment, se déroulent après coup parce qu'il y a des calculs à faire, donc on va au bureau de l'expert pour les rédiger. Il y a un travail préparatoire parce qu'on a des brouillons, donc on sait qu'ils ne sont pas d'une même écriture. Donc est-ce que l'expert lui-même écrit ses conclusions et puis les transmet après au greffier? Parce que ce que je vous ai oublié de vous dire, ce qui est important, c'est que le nom du fond de ces expertises, ce sont les greffiers des bâtiments. Ce sont les notaires, les greffiers qui accompagnent en quelque sorte ces experts sur les lieux, qui se déplacent avec eux, qui touchent un salaire de la même valeur d'ailleurs qu'eux, pour accompagner et transcrire l'oralité échangée sur les lieux des visites sur du papier. Je pense à ce que disait tout à l'heure mon prédécesseur en parlant du lien, en citant effectivement Michel Serres, du lien entre l'oral et l'écrit. Il y a des choses assez surprenantes. Ce que je voudrais faire aussi, c'est d'étudier, c'est de transcrire un certain nombre d'expertises de l'époque avec le langage de l'époque pour étudier le langage utilisé. Je pense qu'il ne serait pas uniquement formalisé par des éléments juridiques, il serait utile de voir quel langage technique ils utilisent. Ça, c'est une autre histoire et c'est dans le cours du travail que nous allons mener. Donc, numérisation, évidemment, un formulaire de dépouillement. Dans notre équipe, on a un spécialiste des humanités numériques qui nous a monté un programme informatique pour pouvoir dépouiller chaque expertise. Je vous passe sur le détail. Et ensuite, tout cela va être mis sur un site. Là, vous voyez le site, mais qui n'est pas habillé, hein, qui est tout brut. On va essayer de mettre des illustrations pour qu'il soit plus attrayant, en tout cas. Ce qui fait que le but de notre recherche, c'est non seulement de donner cette documentation à lire à tout un chacun, donc tout le monde pourra avoir accès à ces données-là, mais évidemment, ça donnera la possibilité pour tous les historiens ou les architectes de pouvoir faire des travaux particuliers en recherchant certains types d'expertise, en regardant comment à l'époque ces types d'expertise étaient traités. Ça pourrait évidemment donner lieu à énormément de travaux supplémentaires. Le deuxième travail qui nous est confié, c'est d'établir, de faire une analyse finalement de ces experts, des carrières de ces experts, ce qu'on appelle une sorte d'étude prosopographique des experts. On a dénommé pour la période de 1690 à 1790, un siècle, 268 experts sur Paris. On en recherche donc évidemment tous les éléments sériels qui soient véritablement fiables. Ce sont des sources de première main. On pourra indiquer, lorsque les éléments qui nous sont donnés, les informations qui nous sont données, ne proviennent que de sources de seconde main, donc par des biais de dictionnaires ou de personnes qui parlent de ces personnes-là. Tout ça, ça pourra être indiqué, mais on va tracer donc tout ce qui concerne l'individu, son nom, la date de naissance, la date d'entrée dans la fonction d'expert, qu'est-ce qu'il faisait avant, quelles étaient ses autres fonctions, parce qu'évidemment les experts ont d'autres fonctions, antérieurement à l'expertise, mais postérieurement. Parfois, certains s'arrêtent d'être experts et continuent leur premier métier, ou font d'autres métiers, ont d'autres missions particulières, comme étant architecte de ceci, ou architecte de tel personnage, etc. Et puis, d'autres éléments. Est-ce qu'ils ont écrit? Ce qui est très intéressant sur cette communauté d'experts déjà, on sait que certains ont beaucoup écrit des livres, des brochures. Quel est leur niveau de fortune? Et quels sont les réseaux qu'ils entretiennent avec la population de l'époque, avec les architectes qui sont leurs confrères, avec les entrepreneurs, avec les maîtres d'ouvrage importants de l'époque, etc., avec l'État, etc., etc. Donc, ça foisonne d'informations. Le tableau fait 70 colonnes dans ce sens-là. Et donc, on a énormément d'informations qu'il faut maintenant, après, analyser. Et c'est tout le travail de notre recherche. Alors, pour vous montrer en quelques mots, pour montrer comment fonctionne l'analyse de l'entrée en fonction, vous voyez ici que l'acquisition de l'office se fait soit par la création en 1790, donc on crée l'office, soit en l'achetant, soit on l'obtient par héritage, soit par abjudication, parce qu'on a des dettes, on est obligé de vendre ses dettes, ou sa charge peut être saisie. Ensuite, la personne est reçue, elle demande et obtient des lettres de provision, donc c'est un travail administratif qui est demandé, à une date précise, quelques mois après. Ensuite, elle est reçue, elle est reçue par le lieutenant civil, par le Châtelet, après enquête de moralité et, évidemment, examen par les pairs sur des questions de toisée et de servitude, bien entendu. Ensuite, il y a le temps d'exercice que vous voyez ici, et ici, vous avez la fin d'exercice qui peut se dérouler de trois façons, soit le décès, soit la résignation, et vente, c'est-à-dire qu'on en a assez d'exercer les métiers d'expert, et la mission d'expertise, et une saisie judiciaire, c'est ce qu'on revient ici pour l'adjudication. Alors, je peux vous montrer
plusieurs cas. Vous voyez ici, alors rapidement, hein, Nicolas Berthier, qui est entrepreneur, 1640-1712, eh bien, il acquiert son office par la création, en 1690. Le 22 juillet, il demande et obtient une lettre de provision. Il est reçu le 18 août, vous voyez le temps qui est passé, c'est mai ici, et il quitte sa charge en mourant tout simplement en 1712. D'autres types d'affaires. Alors ça varie, hein, on a des cas particuliers à chaque fois. Vous voyez ici, donc l'achat. Ensuite, lettre de provision, mais comme il tarde, on est en 43, il va tarder à demander ces lettres de provision, il va être obligé de demander des lettres de suranation, c'est-à-dire hors délai. Il les obtiendra en 45, il est reçu en 45, mais il veut vendre l'office, ce qu'il fait en 51, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'arrête son métier, parce qu'il faut vraiment qu'il quitte son métier, ce n'est pas parce qu'il vend son office qu'il le quitte, il va encore exercer jusqu'en 64, ensuite, pour évidemment résigner, décider de partir et de faire autre chose. Autre cas de figure, c'est plus compliqué celui-ci, Jean-Louis Giraud, donc, il hérite de sa charge, il va la vendre parce qu'il ne veut pas l'exercer, et il va racheter une autre charge, un peu plus tard, pour lesquelles il demande les lettres, on n'a pas la date d'obtention, il est reçu par les pairs, et il décède dans sa charge. Des cas différents, c'est juste pour vous montrer les variantes. Ce tableau est très significatif à plus d'un titre. Alors, il est fait, c'est le nombre, si vous voulez, de charges en exercice. Alors, il a été fabriqué à partir de ce qu'on appelle l'Almanach royal, qui est une source secondaire, je dirais, c'est pas une source de première main, c'est une publication royale dans laquelle il y a la liste des experts. C'est comme si vous aviez un almanach, il y en avait beaucoup au XIXe siècle, où on a le tableau des experts. Judiciaire. Et bien là, c'est l'almanach, et à partir de l'almanach, on a tracé ici le nombre potentiel avec les traits en pointillés ici, pour chaque colonne. D'abord, pendant 2-3 ans, c'est 25, 25, 50, et après, c'est 30 et 60 pour les deux ensemble. Ce que l'on remarque ici, vous avez ici évidemment le nombre en bleu d'entrepreneurs experts, et en violet, ici, le nombre d'architectes. Et vous remarquez qu'au début, eh bien, pendant même une assez longue période, pour faire une analyse très générale, sur une très longue période, là, ici, jusqu'en pratiquement 1700, après la Régence, 1738, on a un manque d'experts, et les offices ne sont pas achetés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'expertise, ça veut dire qu'effectivement, il y a des experts, mais pas en grand nombre, et qui se suffisent à eux-mêmes. Enfin, c'est une question qu'il faudra se poser d'ailleurs. Vous remarquez que pendant la période de la Régence, c'est ici, on a vraiment un très petit nombre d'experts. Au lieu d'en avoir 60, on en a 30, 35 à peu près. Et puis, troisième information de ce tableau, c'est que les courbes entrepreneurs-architectes se croisent ici. Et effectivement, on voit que la courbe des architectes experts se trouve au-dessus de celle d'entrepreneurs. Alors, ce n'est pas signifiant véritablement ici, c'est signifiant parce qu'effectivement, il y a un croisement, mais ce qui serait très intéressant, c'est de comparer cela avec leur exercice réel, c'est-à-dire à partir du nombre d'expertises réalisées par les uns ou par les autres. Et moi, je peux vous dire, pour avoir déjà dépouillé certaines années de la fin de la période, qu'il y a beaucoup plus d'architectes, malgré tout, alors qu'ils sont à peu près en nombre égal, il y a beaucoup plus d'architectes qui sont sur le terrain à occuper l'expertise que d'entrepreneurs. Donc, quelque part, ils auraient réussi leur pari de prendre le dessus sur leurs concurrents entrepreneurs. Mais bon, ça sera à développer plus tard. Vous voyez la répartition donc, entre architectes et entrepreneurs. Prenant 2 années qui ont été dépouillées en pourcentage, on voit pour 26, alors il y a tous les cas de figure, hein, des experts seuls, des experts à 2, à plus de 2, mais en général c'est le plus souvent à 2, et vous avez tous les cas de figure, c'est-à-dire architecte tout seul, architecte, avec face à lui un autre architecte entrepreneur, ce que je pensais être la case la plus importante, eh bien non, 33% pour 1726, et à la fin, plus que 13%, et on voit bien ici que le chiffre le plus important, c'est celui-là. Il y a beaucoup plus d'architectes, si on le rajoute aux 2 suivants, c'est-à-dire il y a un architecte ici, certes, mais il y en a là et il y en a là aussi. Donc ça fait énormément de participation des architectes, tout ça évidemment restant à compléter. Voilà le nombre, là cette fois-ci c'est indicatif, il y a des expertises où il y a un seul expert, et elles sont en très grand nombre, aussi bizarre que moi je le pensais au départ, que ça soit en 26 ou 76, et même plus en 76. Et puis là où il y a 2 experts, on voit bien que ça diminue.
Et puis la sollicitation d'un tiers expert, c'est-à-dire d'une personne un peu à l'extérieur du procès, qui est nommée s'il y a contradiction entre les deux avis des deux premiers experts, il y en a de moins en moins. On voit bien ici. Là, c'est juste pour vous montrer, alors c'est très funny, c'est très drôle, on a des petits boutons de toutes les couleurs. Nous avons participé, l'équipe a participé à un workshop aux États-Unis. Nous avons été choisis par le Getty pour travailler l'analyse de réseau et de faire des représentations de ces analyses des réseaux. Et c'est une des premières figures que nous avons extraites, qui n'est pas très parlante en soi. L'intérêt, c'est de savoir comment manipuler ces informations. Voir ici, par exemple, qui travaillait avec qui. Donc en 26, on voit qu'il y a des noyaux, des personnes qui, effectivement, travaillent plus les uns avec les autres. Il y a des noyaux, des personnalités qui sont, effectivement, les syndics de la communauté, qui travaillent, effectivement, beaucoup plus entre eux qu'avec les autres. Alors après, tout ça est à peaufiner et à analyser. Hein. Voilà. Troisièmement, l'autopsie du corps des experts. Alors sur cette autopsie, comme on l'avait déjà révélé, je vais vous montrer quelques tableaux qui vont vous montrer ce que l'on peut relever d'intéressant dans leur situation à ces experts. Comme on l'avait démontré et on l'avait relevé sur le travail que j'ai fait sur la Chambre des bâtiments, la juridiction initiale, et particulièrement dans sa fonction policière, je vous ai parlé de justice administrative, il y avait des audiences policières, eh bien, nous sommes convaincus, de par ces travaux, que le corps des experts assure cette fonction de maintien de ce que j'ai appelé dans ma thèse un ordre public constructif. Ils ont une conscience de travailler, alors ça peut être dénoncé, puisque quand on parle de communauté de métier, on sait qu'on parle de corporation, donc on parle de quelque chose qui est plutôt tabou, sur laquelle la Révolution a fait table rase. Eh bien non. Ce qui est intéressant, c'est que dès avant la Révolution, au cours du XVIIIe siècle, je note dans les archives et dans le traitement des décisions une conscience de l'intérêt général à l'intérieur des décisions de ces alors je ne parle pas des expertises, des décisions judiciaires constructives. D'une part, la communauté des experts s'organise pour constituer comme une élite professionnelle, rompue aux pratiques et aux savoirs constructifs. D'autre part, les experts n'hésitent pas à cumuler, ce que je vais vous montrer maintenant, cumuler leurs fonctions dans les méandres institutionnels de l'État monarchique qui sont assez complexes, aussi bien donc dans les fonctions administratives, dans les fonctions policières, voire judiciaires parfois, vous allez le voir. Et puis, dans celles économiques des métiers du bâtiment, ou culturelles et académiques, je vais vous en montrer la preuve. Enfin, évidemment, aussi, en ce qu'on appelle une sorte de... C'est une expression qui a été mise au jour par une philosophe, une historienne de philosophie, en réduisant en art. Réduire en art, c'est rassembler les savoirs sur une technique, les organiser et les rediffuser. Eh bien, il y a eu, comme à Rome, comme au XVIe siècle, il y a eu une sorte pour les techniques, des manifestations comme ça intellectuelles de réduction en art des savoirs, et puis en même temps, en ce qui concerne les positionnements artistiques. Voyons rapidement les différents marquages de ce corps des experts. Donc, ils se sont construits une compétence. Premier tableau, très vague, vous n'allez pas pouvoir tout lire, mais simplement, vous remarquerez qu'il y a aussi bien des personnes de la même famille qui sont entrepreneurs et qui sont architectes. Et on en a une flopée. C'est un exemple, hein, donc on en a beaucoup. D'autre part, il y a une formation qui est délivrée aux experts, alors qui est soit une formation chez eux, par les livres, mais aussi, donc, pour ceux qui concernent les architectes experts, des cours à l'académie. Des écoles privées, comme celle c'est pas Jean, c'est Jacques, excusez-moi, François Blondel, Jean-Baptiste de Puisieux, et puis d'autres écoles qui existent, d'autres cours qui sont diffusés, qu'ils vont suivre, dont on sait qu'ils vont suivre les cours. Et là, c'était juste pour illustrer une illustration rare des séances tenues à l'académie. Pas de professorat, mais là, on montre des maquettes. Réputation. Eh bien, on sait que les architectes, experts, ce sont des noms d'experts qui sont ici, eh bien, ce sont les architectes eux-mêmes dans leur première vie, ici de l'ordre de Malte, ici c'est une personne qui est académicien, ici c'est un architecte du domaine, ici c'est un inspecteur général des ponts, ils ont d'autres fonctions. Il est intéressant de voir qu'on les connaît pour ce qu'ils ont construit. On sait que les frères Antoine, ou que Jacques Denis Antoine, entrepreneur expert, a construit l'Hôtel des Bonnets, puisqu'on en a les sources. Et donc,
il se construit une sorte de réputation des experts par le biais du travail qu'ils ont accompli, de ce que l'on connaît qu'ils ont accompli. Autre élément, le savoir. Alors le savoir, voilà les différents livres qui traitent de la question. Commentés, alors ce sont des livres classiques d'architecture que ceux qui font l'histoire d'architecture connaissent. L'architecture françoise de Louis Savot, ici, qui est médecin, mais qui va écrire une sorte de petit traité manuel en poche, format poche, de l'architecture, donc des questions techniques, mais aussi on est en 1624, hein, il va être réédité plusieurs fois, et il y a 2 chapitres qui traitent du droit. Il fait un premier commentaire de la coutume de Paris. Celui-ci, c'est Pierre Bullet, ingénieur, académicien, expert à son temps, pas après 1690, mais avant 1690. Il va écrire l'architecture pratique, là aussi, c'est un best-seller, il va être édité de très très nombreuses fois jusqu'au 19e siècle, milieu 19e siècle, et c'est en fait, on a l'impression que c'est un livre d'architecture, en fait non, c'est surtout un toisé. C'est une fausse façon il va expliquer comment on mesure les choses. Et à l'intérieur, malgré tout, il y a aussi un commentaire des coutumes. 1691. Et puis voilà la couverture, enfin la page de titre des lois des bâtiments de Antoine Desgodets, avec évidemment Martin Goupy, qui va être un commentateur de son cours lui-même, qui est publié en 1700, c'est la première édition, en 1748, donc posthume à l'égard de Desgodets. Une position stratégique pour la création des normes. Regardez. Les juges, dont je vous ai parlé de ma juridiction que j'ai étudiée, eh bien, ces juges, les voilà, eh bien, ils sont aussi experts, comme par hasard. Et en particulier pour la période que j'étudie, à partir de 1690, vous voyez, il y en a beaucoup qui sont experts. Beaucoup de ceux qui gèrent la communauté de maçons, qui sont maçons et qui ont un rôle dans la corporation, en particulier les syndics, qui sont élus d'abord adjoints et ensuite syndics, c'est-à-dire qui représentent auprès des députés de la représentation de la communauté l'élite, en quelque sorte, de la profession. Ils sont élus, et ça j'ai pu le démontrer, ils sont élus par l'ensemble de la communauté, avec de vraies élections, avec des candidats, avec des votations qu'on a pu reconstituer, et ça c'est très intéressant. Eh bien, vous remarquez qu'ici aussi, beaucoup d'experts sont aussi syndics. Ils occupent une fonction à l'intérieur de la communauté. Autre élément, les experts et l'académie. Ben, beaucoup d'experts, comme vous le voyez ici, soit membres de l'académie, soit élèves, soit ont fait leurs études à l'académie. On a toute cette liste, et d'autres, hein, c'est un extrait. Enfin, experts et l'administration royale, eh bien, beaucoup d'experts, beaucoup moins, mais certains, ont des fonctions dans l'administration royale, contrôleur des bâtiments du roi, ici, ingénieur des ponts, architecte des hôpitaux, architecte des prisons, commissaire général de la voirie, etc., etc., etc. Alors, le dernier point sur cet examen, l'autopsie finalement de cette... 5 petites oui, minutes. oui, tout à fait, c'est ce que j'avais vu. On remarque une appétence, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et c'est ce qu'on va étudier, dans l'écriture pratique de leur métier. Et ils s'intéressent aux techniques de construction, à la mesure, aux servitudes, et alors Goupy, lui-même expert, va publier un livre sur cela, Babuti, pareil, un toisé de charpente, Depuisieux, un traité de géométrie, Mangin, un traité de coupe des pierres, etc. Et puis il publie des notices pour faire avancer la science, ou la technique, dirions-nous, des innovations d'intérêt général. Il y en a 3 que je cite ici, Angot, qui sont bien connus, Angot, Capron et Goulet, qui vont, pour améliorer la sécurité, pour améliorer la salubrité des constructions, vont inventer et vont publier des notices ou par le biais d'institutions, d'académies internes, pour présenter cela. Donc il y a une impétence pour produire du savoir technique. Le dernier, je serai plus rapide, le dernier tableau, c'est les enjeux. Alors les enjeux de l'expertise du bâtiment sont, il n'y a pas d'ordre, hein, économiques, parce qu'on demande beaucoup des estimations, des valeurs de biens, que ce soit immobilier ou mobilier, techniques, sur des malfaçons, donc voir les innovations, et puis juridique, dans la mesure où effectivement, on va voir ces 3 points rapidement. C'est un acte juridique néanmoins, extrajudiciaire, qui pose la question du rapport entre le fond du droit et les faits de l'affaire. Et puis, vous allez voir quelque chose d'assez neuf, c'est que l'expertise va servir, finalement, à la constitution de la profession d'architecte, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc, très rapidement, ne vous inquiétez pas.
Oui, juste vous dire avant ça que je vous ai dit que c'était une recherche collective. Il y a, je veux les citer, donc Valérie Nègre, qui est historienne des techniques, architecte, qui participe à la recherche, et principalement sur le biais des techniques. Il y a Michaela Barbeau, qui est historienne de l'économie, chercheur au CNRS, qui travaille sur la valeur et sur l'estimation. Et puis moi-même qui travaille sur la question juridique. Donc je vais vous parler des résultats sur l'aspect juridique, je ne me permettrai pas de parler sur leurs résultats. On a essayé une typologie qui n'est pas très bien encore bien balancée, peu importe les chiffres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de classer les différents types d'expertise. Donc on a effectivement, faut le prendre comme ça, estimé donc la valeur des biens. C'est une chose très importante à la suite d'un décès, d'une session en vue de partage. Recevoir les constructions, vous savez l'importance de la réception, et évaluer le travail réalisé. Parmi ces types d'expertise, il y a énormément d'expertise qui se réfèrent aux réparations à l'entretien, d'urgence ou pas. Donc ce sont des questions qui sont très prenantes et sur lesquelles moi je vais travailler. Évaluer le coût des choses à venir, en particulier des réparations, mais ça peut être aussi des travaux à venir que l'on entend faire. Les conflits, donc départager des parties qui sont en conflit soit entre locataires-propriétaires, soit à l'occasion d'un mur mitoyen, etc. On connaît tout ce type de... Et puis, il y a une dernière catégorie qui semble être une sorte de document d'une expertise administrative, en fin de compte, puisque un arrêt du Parlement de 1766 avait exigé que les privilèges des entrepreneurs puissent être appliqués, au début du chantier et à la fin du chantier, se devait être fait une expertise. Et cette expertise est une expertise de forme, en quelque sorte, de pure forme, bien qu'elle soit importante pour libérer les privilèges. Alors, sur l'ambivalence formelle d'une expertise juridiquement encadrée, on sait très rapidement que ce rapport d'expertise est un formulaire écrit avec toute l'ambivalence que l'on a entre l'écrit et l'oral, quel rôle a l'expert dans ce qui est dit, avec le deuxième point, c'est les dires des parties. On voit de plus en plus, et c'est inscrit, et les parties signent à l'intérieur, là, lorsque les parties s'expriment, on sait que les parties s'expriment. L'expert est obligé de le dire, et il va en tenir compte ou pas dans son avis final. Et puis, chose très importante, mais ça en tant que juriste, je le savais, mes collègues le savaient moins, et c'est un rôle très important, et vous le savez tous, que l'expert a une mission, et qu'il faut qu'il se tienne à sa mission. Il ne peut pas déborder, sinon on lui tape sur les doigts, et c'est tout à fait normal, puisqu'il est là dans le cadre de sa mission. Deuxième question, la distance contrôlée par rapport au fond du droit. Alors, vous savez que, normalement, vous n'êtes pas censé traiter de questions juridiques, et pourtant, je ne rentrerai pas dans les détails, je pense que là, il y a vraiment une ambivalence. On vous demande, et souvent, alors en tout cas à l'époque, peut-être moins aujourd'hui, parce que ça dépend du cadre dans lequel vous les rendez, si c'est judiciaire ou pas, et effectivement, il y a véritablement des prises de position, alors ils n'ont pas le droit de le faire, mais des prises de position. Alors parfois, ils ne le font pas, ils disent ce n'est pas de notre sort, on attend la décision du juge pour pouvoir trancher. Pourtant, les questions qui se posent comme étant des questions de droit ne sont pas des questions de droit parfois, donc c'est ça qui est étonnant. Et puis d'autres fois, on les voit prendre parti en expliquant, en interprétant la coutume, un travail de juriste. Il interprète la coutume, l'article de la coutume. Donc il va prendre position, il va donner son, pas position, il va donner son avis en ayant interprété la coutume, en interprété les textes. Et ça, c'est déjà faire du droit. Alors ça, c'est un point évidemment à détailler. Ce qui est sa marque de son intérêt, c'est qu'on le voit dans le livre de Desgodé. Ce livre rétrospectivement, a bien été écrit pour les experts. C'est évident. Toutes les questions qui sont étudiées, commentées à l'intérieur, c'est des questions d'experts. La base de son travail, il le fera à partir de la coutume de Paris. La source de droit à l'époque, ce n'est pas la jurisprudence, ce n'est pas la loi, elle existe pour d'autres, mais c'est vraiment la coutume, parce que c'est un langage qui lui parle, parce que la coutume de Paris, dans certains de ses articles, d'abord, elle parle en langage vulgaire, elle ne parle pas en latin, et puis elle parle de choses que l'expert connaît. Elle parle de murs, elle parle de fondations, elle a des termes techniques que lui utilise. Donc c'est bien du droit dont il se sert. Et après, et là c'était une découverte, je vous avoue, rendre des avis et non des décisions. Ça, vous êtes tous d'accord. Il ne rend qu'un avis, il doit donner un avis pour que le juge, ou que les parties, si on n'est pas dans le cadre judiciaire, puissent décider. Mais on s'aperçoit, avec le temps, et ça reste à peaufiner, que la distinction gracieux et contentieux, eh bien, tourne en faveur du gracieux. Il y a énormément d'expertises gracieuses avec le temps. Deuxième élément important, c'est qu'il y a une multiplication
des représentations sur les lieux des parties. C'est-à-dire que les parties ne se déplacent pas, mais ça on s'en doutait, mais elles se font représenter par des avocats, par des procureurs à l'époque. Et donc on a sur les lieux de la visite de vrais débats juridiques. On les défend sur les faits, mais l'avocat il a une compétence supplémentaire, il est juriste. Et donc on voit s'installer finalement le droit sur les lieux. Et le dernier point qui est très important aussi, et alors ça c'est, on s'aperçoit que lorsqu'il y a un conflit véritablement, ce sont les parties elles-mêmes, et ça rejoint un peu ce que disait votre président tout à l'heure, on rejoint finalement la demande à l'expert de terminer le litige. C'est l'expert à qui on enjoint de terminer le litige. Et ce sont les parties qui le demandent. On ne veut plus aller devant le juge parce que ça serait trop cher, c'est déjà cher l'expertise, mais on veut terminer, et on lui oblige, avec responsabilité, de terminer, de faire de la médiation entre les parties. Ça, c'est très intéressant à noter, et de plus en plus. Ça serait relativement nouveau comme point. Enfin, le dernier point, ce que je dis qui est assez étonnant, j'ai découvert que l'expertise a été un moyen pour affirmer le statut d'architecte, et pour faire naître l'architecte. Je m'explique. Au XVIIIe siècle, commence à avoir l'expertise, des architectes. Il existe depuis toujours, mais il n'y a pas de statut. Vous savez que le seul statut que l'on reconnaît à l'architecte, c'est celui que donnera la création de l'ordre en 1940. Et on peut dire qu'il n'existe comme profession réglementée et surtout libérale qu'à partir de ce moment-là. Alors, avant, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on ne peut pas dire, il y a des abus de langage qui disent qu'effectivement, on parle d'architecte avant. On parle d'architecte, certains le sont. Quand Quatremère de Quincy, au moment de la Révolution, architecte, va définir qui sont les architectes. Dans une phrase, je ne répète pas la bonne phrase, mais dans une phrase, il dit « L'architecte, ce sont les architectes du roi ». Ça, c'est un statut qu'on connaît. Il y a un statut, il y a des lettres, patentes, etc. Le deuxième statut, c'est ceux de 1690, c'est l'architecte expert. Ça, on sait, il y a un texte. Il ne peut pas entreprendre, à la différence de l'architecte entrepreneur, il ne peut pas entreprendre. Et puis, les autres, ceux qui ne sont ni architectes du roi, ni experts. Et dans cette masse informe, il n'y a pas de statut. Alors, moi, j'ai repéré deux types de statuts. Le premier statut, c'est l'entrepreneur qui se dit architecte. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait. C'est un abus, mais ça existe depuis toujours, et il n'y a pas d'interdiction, sauf quelques interdictions rares, mais c'est surtout de ne pas s'appeler architecte du roi, mais architecte, en fait, tout le monde peut se dire architecte. Il dessine les plans, il conçoit, et il joue le rôle de maître d'œuvre, et il construit. Le dernier, parce qu'en fait, il y a 4 statuts, le dernier, c'est celui de cet architecte qui va naître, mais il n'y a pas de statut du tout. Alors, qui est-il, finalement, cet architecte? Et c'est l'expertise qui va nous le dire, parce que dans les expertises, les sujets d'expertise sont ceux-là. L'impossibilité d'entreprendre tout en étant responsable. Ça définit déjà qui est l'architecte. Il ne peut pas entreprendre. Il est responsable. Il agit comme maître d'œuvre en conduisant, sans entreprendre, mais il conduit le chantier. Il peut conduire le chantier, et ça, c'est inscrit dans les expertises. Et puis le troisième, qui est une évidence, il n'est pas rémunéré par des salaires, il est rémunéré par des honoraires. Ça, vous le savez. Eh bien, on fait des expertises d'honoraires, et on comprend mieux comment se constitue, comment est constitué le travail de l'architecte. Vous imaginez donc que c'est grâce à l'expertise que le statut de l'architecte va se mettre en place à partir du XVIIIe siècle. Je voudrais terminer par une citation, j'ai terminé, par une citation un peu longue, mais qui est très... Ne vous inquiétez pas, qui est très séduisante, vous allez voir. Nous sommes à la Révolution, un peu plus tard que la Révolution de 1803, plus exactement 1804, et un certain Jean-Baptiste Martial Poulain, né en 1935, et meurt en 1803, donc c'est une chronique nécrologique, on dit ce qu'il a été durant sa vie. Alors, en dehors du fait que nous sommes au moment de la Révolution, donc c'est le langage de la Révolution qui va s'exprimer, mais je vais la lire, hein. Mais en dehors du fait qu'on est là sous la Révolution, ou au moment de la Révolution, et puis que c'est un texte, c'est une nécrologie, donc c'est forcément en faveur, on ne va pas dire que c'est un sale type, ça sera forcément quelqu'un de bien. On raconte au départ que ses parents ont cru qu'il allait être peintre, et puis finalement, ils l'ont placé chez qui? Chez Le Camus de Mézières, c'est pas rien quand même, et puis chez Soufflot, donc il va participer à la construction de Sainte-Geneviève du Panthéon. Et là, je lis la mention, je continue la citation, le même motif qui avait engagé sa famille à lui faire quitter la peinture, le porta à le déterminer à acheter une charge d'architecte expert, qu'il exerça jusqu'à sa suppression, et dont l'estime qu'il s'était acquise lui fit souvent exercer les fonctions.
Dans cette carrière où l'on travaillait ordinairement moins pour les arts que pour le bonheur de la société, Poulain se distingua par un jugement sain et la probité la plus entière. Et les partis qui, sans renvoi des tribunaux, l'établissaient juge de leurs différences, que je vous disais à l'instant, donc c'est vraiment un cas réel, eurent toujours à reconnaître dans ses prononcés la décision de l'homme éclairé, uni à l'inflexible impartialité de l'honnête homme. Vraiment une expression de la Révolution. Par caractère, il aimait mieux concilier les cœurs que de s'expliquer sur les droits, et souvent, on le vit terminer par des arrangements que sa douceur persuasive et ses raisons lumineuses conseillaient les affaires les plus délicates. Plusieurs corporations lui avaient donné leur confiance, et constamment, elles éprouvèrent qu'elles ne pouvaient être mieux placées. Je vous remercie.